L'écologie humaine est basée sur un constat simple. Le désastre environnemental est une conséquence de la violence faite à l'être humain. Voilà pourquoi, dans ce podcast du courant pour une écologie humaine, nous valorisons les personnes qui tentent de créer des chemins de sortie de l'époque moderne. Abonnez-vous pour être alerté des prochaines actus. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir à nouveau avec Sylvie Bonbrun. On s'était déjà rencontrés pour discuter des plantes bio-indicatrices et de ce qu'elles disent de vos prairies. Vous pouvez retrouver cet entretien dans nos épisodes passés. Aujourd'hui, Sylvie Bonbrun est venue nous parler de la santé des sols. Sylvie Bonbrun, bonjour. Merci beaucoup d'être venue nous voir à nouveau. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, donc effectivement, moi je suis conseillère prairie et pastoralisme à la Chambre d'agriculture du Jura. C'est un poste que j'occupe depuis presque 30 ans, donc pas en tant que spécialiste des prairies, mais en tant que salarié de cette structure. Et en fait, j'ai commencé ma carrière donc sur un secteur qui s'appelle le deuxième plateau chez nous dans le Jura, donc plutôt un secteur d'altitude avec essentiellement de la production lait à compter et puis beaucoup de prairies, notamment beaucoup de prairies naturelles. Et en tant qu'animatrice de GVA, donc un groupe de vulgarisation agricole, j'étais en charge de mettre en place des formations, des journées techniques, des essais sur toutes les problématiques qui pouvaient concerner les agriculteurs. Et donc, on a beaucoup travaillé forcément sur les prairies, sur la gestion des effluents d'élevage, le sursemis, comment on travaille avec les problématiques de campagnols terrestres, etc., quoi. Et tous ces apports de terrain, finalement, m'ont permis d'acquérir des connaissances et des compétences dans ce domaine-là. Et puis, comme j'étais plus technicienne dans l'âme que animatrice, on va dire, je me suis orientée plutôt voilà, sur un domaine d'expertise aujourd'hui et qui me permet effectivement d'avoir un peu de recul sur l'agronomie que je peux pratiquer aujourd'hui, quoi. Et pourquoi je vous dis du recul? Parce qu'en fait, si je regarde un petit peu derrière moi, derrière ces 30 ans, je me rends compte que ma pratique de l'agronomie a vraiment évolué, quoi. J'ai commencé avec de l'agronomie, j'ai envie de dire hors sol, en fait. Et c'est d'autant plus facile avec des prairies de travailler hors sol que de toute façon, on voit pas ce qui se passe dessous, puisque de toute façon, on les laboure très rarement, quoi. Notamment les prairies naturelles, quoi. Et donc, ben en fait, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler de la fertilité chimique, quoi. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi des fertilités chimiques? C'est ben, de regarder de quoi a besoin la plante en azote, phosphore, potasse, etc., calcium, tous ces éléments en fait chimiques. Et ben finalement combien il en exporte et puis combien on lui en rapporte, quoi. Et après ben on rapporte ça avec des effluents d'élevage ou avec éventuellement des engrais minéraux en complément. Et en fait ben il suffit de voilà de combler ce qui est exporté et finalement c'était assez simple on va dire. Et ça marchait bon an mal an, pas si mal finalement, puisque dans le Jura, ben, l'herbe poussait assez bien, la pluie étant assez régulièrement là, même en été, donc ça permettait d'avoir des prairies de qualité et productives qui rendaient faisaient leur rôle, en tout cas pour nourrir les vaches et produire du lait à compter, quoi. Sauf que du coup, il est arrivé ben, le changement climatique qui a un petit peu perturbé tout ça. Et ben, ce qui fonctionnait a beaucoup moins fonctionné, quoi. Alors, vous avez évoqué bien sûr le réchauffement climatique, qui est une des problématiques qui nous concerne le plus aujourd'hui. Vous, en observant les sols, comment est-ce que vous remarquez déjà des transformations que vous savez être dérivées du réchauffement climatique? Donc le réchauffement climatique, effectivement, donc il y a eu l'année 2003 qui a été assez marquante. En plus, bah, sur le secteur où je pouvais travailler, c'était un secteur qui était en plus touché par les pullulations de campagnols terrestres, donc ça a été assez marquant.
Et après, il y a eu une accalmie et vraiment le tournant, moi, je l'ai vu en 2018. 2018 avec la sécheresse de l'été qu'on n'avait jamais connue. Et sur des secteurs plateau-montagne où en fait les prairies sont relativement superficielles en termes de sol, pas habitué à ça. Donc là, j'ai vu, enfin voilà, pour être sur le terrain régulièrement, vraiment les prairies se dégrader très largement, quoi. Et donc, comme je suis quelqu'un qui suis aussi passionné de botanique, qui avait travaillé ça à titre perso, donc en parallèle de la fertilité chimique, en fait, je me suis intéressée à reconnaître les plantes qu'il y avait au niveau des prairies, quoi. Et grâce à ces plantes bioindicatrices, donc selon la méthode de Gérard Dussert, j'ai commencé à voir effectivement avec le réchauffement climatique apparaître des plantes qu'on ne voyait pas auparavant. Et comme les prairies étaient dégradées, donc il y avait des trous qui étaient laissés par les graminées qui disparaissaient et qui étaient comblés par d'autres plantes qui étaient pas forcément les plus intéressantes, quoi. Et en m'intéressant à ces plantes, voilà, donc il y a les plantes indicatrices de compactage, donc ça peut être les rumex, les pissenlits, qui vont être des plantes à pivot, qui vont nous dire qu'effectivement il y a un problème de structure, donc ils vont venir essayer de réparer ça. Il y a les plantes qui vont être plutôt indicatrices d'un pH, quoi. Donc ça peut être le rumex petite oseille qui va nous indiquer que le pH est trop acide. Ça peut être la chicorée qui, elle, va plutôt nous indiquer un pH plutôt excédentaire en calcium. Donc, à force de voir un peu ces plantes qui nous indiquaient des choses au niveau du sol, très naturellement, je me suis dit, il faut que j'aille regarder en dessous. Il me suffit pas de voir ce qui se passe au-dessus. J'ai eu envie d'aller voir en dessous. Et donc, à partir du moment où j'ai acheté une bêche, j'ai systématiquement confronté ma vision du dessus avec celle de ce qui se passait au niveau du sol. Et donc là, j'ai commencé à travailler effectivement, à arrêter de faire de l'agronomie hors sol, de faire de l'agronomie avec le sol. Et j'ai compris qu'il se passait, enfin tout ce qui se passait d'important était vraiment au niveau du sol, quoi, en fait. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la fertilité physique, en fait. Et donc, pour qu'un sol fonctionne au niveau physique, il y a trois paramètres à regarder, en fait. Donc le premier, c'est effectivement le pH. Donc en termes de pH, voilà, normalement à 7, on est basique, enfin on est au neutre, on va dire. Au-dessus, on est basique, en dessous, on est acide. Un pH optimum pour une prairie, on va être plutôt à 6,2, 6,5. Donc qui correspond a priori au pH du rumen de lavage, donc comme quoi la nature est plutôt bien faite. Et donc, il y a déjà le pH à régler. Si on est trop acide ou trop basique, il faut intervenir, quoi. La deuxième chose, c'est effectivement l'humus. Donc, il faut de la matière organique dans les sols. Donc, nous, on a la chance d'être plutôt assez riche parce qu'on a des effluents régulièrement qui sont apportés qui permettent d'entretenir, pardon, cet humus. Et donc la troisième chose, c'est de l'aération. Il faut effectivement de l'air, de l'eau qui puisse circuler, des racines qui puissent descendre, de la porosité au niveau des sols, quoi. Et donc c'est là où en fait moi je me suis rendu compte qu'au niveau du changement climatique, ça a eu un gros impact sur cette porosité des sols qui effectivement, pour certains, ne se réparait plus parce que chez nous, on a la chance d'avoir des hivers qui sont assez rigoureux et cet effet dégel a un impact très important au niveau de la réparation des sols. Ça permet effectivement de décompacter en fait ce qui a pu être tassé dans l'année, quoi. De même, on avait une pluviométrie qui était plutôt, voilà, assez régulière. On est passé à une pluviométrie qui est vraiment avec des grosses rabasses à des moments donnés et les sols, d'encaisser des 40 millimètres en une journée, c'est compliqué et du coup, ça occasionne effectivement des croûtes de battance, des choses qu'on voyait pas forcément avant.
Et donc, effectivement, bah, avec des troupeaux qui augmentent aussi en nombre, et puis des conditions de pâturage qui sont ben, de moins en moins optimum, avec des printemps humides, des automnes humides, comme on peut voir en ce moment, ben, on matraque, entre guillemets, les sols, et effectivement, on se retrouve avec des problématiques de tassement de plus en plus importants qu'on ne voyait pas avant, quoi. Et donc, au-delà de la fertilité physique, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer dans mon métier des gens comme Yves Héraudy, donc qui travaillent eux plus sur la vie du sol, et puis Éric Petiot, avec qui je viens de faire une formation il n'y a pas très longtemps, donc qui travaille vraiment sur la santé de la plante. Et donc là, en fait, j'ai mis malheureusement 30 ans pour découvrir une troisième fertilité qui est la fertilité biologique. Et c'est là, en fait, où on arrive à la vie du sol. Et je pense qu'effectivement, ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre ça, c'est qu'il faut remettre en fait le vivant au centre du dispositif. Et si on n'a pas de vie dans le sol, on peut faire ce qu'on veut, on peut bien apporter tous les éléments nutritifs que l'on veut. De toute façon, on n'aura pas de production, en tout cas pas quelque chose de qualité, quoi. Et donc, en fait, ben, j'ai compris que le problème, c'est qu'on a toujours tendance à saucissonner un petit peu les choses, parce que ben, dès qu'on veut être performant, expert, en fait, creuser sur une question, on a tendance à s'attacher qu'à un seul domaine et oublier un petit peu les autres. Et ben, la fertilité chimique, c'est plutôt l'apanage des agronomes. La fertilité physique, c'est plutôt le domaine des pédologues. Et la fertilité biologique, c'est plutôt les biologistes, quoi. Et en fait, ben, moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que moi, mon rôle, c'est vraiment de m'occuper de ces trois fertilités, même si j'ai à la base plutôt une formation d'agronome, parce que c'est vraiment avec ces trois piliers qu'on pourra résoudre les problématiques de sol, quoi. On va rentrer un peu dans le vif du sujet et on va commencer par être un peu précise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est concrètement la vie du sol, la santé du sol? Eh bien, c'est assez complexe et c'est peut-être pour ça qu'on l'a délaissé, c'est que c'est peut-être suffisamment compliqué pour qu'on ait un petit peu éludé la question. Et donc, on trouve eh ben, plutôt de la macrofaune, donc on va dire ce qui est plutôt visible. Donc, ça va être effectivement des vers de terre, ça va être ben, tous les animaux qui vont être décomposeurs de la matière organique, en fait. Et puis, il y a surtout toute la microfaune et puis toute cette faune finalement qui est impossible à voir à l'œil nu, donc microscopique, et qui va être bah, toutes les bactéries du sol qui sont en fait l'essentiel de ce qu'on peut trouver, quoi. À la limite, les vers de terre, c'est peut-être même pas le plus important dans la vie du sol, quoi. Et donc toute cette population-là, en fait, a un rôle énorme puisque c'est en fait eux qui vont dégrader la matière organique, qui vont finalement ramener les nutriments pour les plantes. Et sans vie du sol, on peut bien apporter ce qu'on veut, la plante n'aura pas à disposition tous les minéraux dont elle a besoin. Et après, j'oublie aussi les champignons parce qu'il y a aussi des champignons dans le sol, donc tout ce qui est mycorhize. Et en fait, c'est là où on voit aussi que la nature est bien faite parce qu'il y a une association gagnante-gagnante entre la plante et les champignons qui font que les champignons vont permettre effectivement à la plante d'avoir une capacité d'absorption beaucoup plus importante des éléments minéraux. Donc, ils vont lui rapporter toute la nourriture dont ils ont besoin. Et en contrepartie, la plante va apporter aux champignons ce que les champignons ne savent pas faire, c'est-à-dire capter l'énergie solaire via la photosynthèse et ramener en fait cette énergie à disposition des champignons. Et quand on voit, par exemple, ce qu'on appelle les ronds de sorcières, vous voyez les ronds où on a des champignons qui poussent et puis qu'on se demande toujours comment c'est possible. Effectivement, je pense que c'est vraiment ce qui illustre bah, cette magnifique symbiose qu'il peut y avoir entre les deux. Et on voit bien que dans ces ronds-là, quand c'est dans de l'herbe, on a une herbe qui est beaucoup plus verte, beaucoup plus en santé, beaucoup plus productive, donc qui effectivement bénéficie donc de cette collaboration champignon-plante, quoi.
Et donc tout ça pour dire qu'effectivement, si on veut préserver, parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire, préserver cette vie dans le sol, dès qu'on parle fongicide, donc le fongicide, c'est détruire les champignons. Dès qu'on parle insecticide, c'est forcément détruire la vie. Euh, Dès qu'on parle même engrais minéraux, quelque part, voilà, on n'est pas sur la logique de nourrir la vie du sol. Au contraire, on est plutôt dans quelque chose où on risque plutôt de la détruire. Donc, l'idée est plutôt en fait de remettre la plante en santé pour éviter qu'on ait à avoir des maladies et des champignons, plutôt que d'essayer finalement de détruire ou de traiter quelque chose qui dysfonctionne, quoi. Et alors là, je me permets de supposer, mais je vais vous laisser répondre. Il y a différents types de sols. La question se pose effectivement. Et moi, quand je suis donc arrivée dans le Jura, je vous disais, j'ai plutôt été plutôt sur les plateaux, la montagne. Et j'étais habituée à ces sols plutôt superficiels, très vite sur du calcaire, sur de la roche, quoi. Donc voilà, quand on avait 15 centimètres, 20 centimètres de terre, des fois c'était le bout du monde. Et je me disais que en plaine, c'était vraiment les meilleurs sols parce que eux, ils avaient 1 mètre de profondeur et puis alors que nous, on n'avait pas. Et je me disais vraiment en plaine, ouais, c'est forcément les meilleurs sols, quoi. Et maintenant que je fais un peu tout le département et que je creuse avec ma bêche un peu de partout, et ben j'ai bien compris que c'est pas du tout la réalité et que au contraire justement ces petits sols un peu superficiels de montagne, ils vont avoir tendance à se réparer effectivement avec le gel, le dégel. Souvent il y a des petits cailloux calcaires qui sont là pour garder un minimum de porosité et donc, des fois, avec voilà 2 mois de sec, ils vont des fois pouvoir naturellement se réparer du printemps peut-être un peu humide où les vaches ont pu tasser un peu ces sols et se réparer naturellement, quoi. Alors que quand on arrive en plaine sur des sols très argileux, donc là, on voit des blocs, mais vraiment des blocs où, enfin voilà, quand c'est sec, c'est impossible de planter une bêche et où vous avez en fait des crevasses de 3 centimètres qui font qu'en fait l'eau dès qu'il repleut elles vont garnir ces crevasses et finalement jamais réhydrater le sol et les blocs vont rester blocs. Et comme en plus on est sur des secteurs où le gel et le dégel est beaucoup moins important en montagne, la réparation se fait pas forcément non plus l'hiver, quoi. Et donc on se retrouve effectivement avec des sols sans vie ou avec très peu de vie. Et donc c'est là où en fait ça devient bien compliqué, quoi. Et on peut se dire il y a peut-être 1 mètre de sol, mais quand on regarde le système racinaire, des fois il est sur 5 centimètres. Donc il vaut peut-être mieux avoir des petits sols où les racines descendent à 15 ou 20 que 5 centimètres en sol de plaine un petit peu contraignant, quoi. Et les sols les plus compliqués aussi, c'est les sols limoneux en fait, où souvent donc c'est une croûte de battance qui se forme, notamment avec voilà de la pluie un petit peu battante, le sec qui va aussi créer une toute petite couche de compactage juste en surface qui va suffire pour foutre le bazar dans tout le sol, en fait, puisque l'eau ne va plus pouvoir rentrer, donc il n'y a plus d'aération, plus d'eau, et puis finalement plus de vie non plus, quoi. Et dans ces sols-là, on a rarement des vers de terre parce que justement la vie a disparu, quoi. Et en termes de prairies, nous, c'est des prairies qui nous posent souci parce que je les vois de plus en plus, ces contextes-là. Et souvent, c'est des parcelles pâturées par des vaches qui vont en plus rajouter un peu de compactage superficiel et où des plantes comme l'agrostis stolonifère, qui est pas du tout intéressante en termes de fourrage, va se développer et poser problème en termes de qualité et puis de résistance au sec, quoi. Et donc aujourd'hui, mon enjeu, il est vraiment de travailler sur ces sols là où on voit bien qu'il n'y a plus de vie. Et on a essayé de faire de la fertilité physique en se disant, puisqu'il n'y a pas d'aération, on va retravailler avec des outils pour remettre de la porosité et puis potentiellement ça devrait repartir. Et on se rend compte que non, parce qu'en fait on a oublié l'élément fertilité biologique, c'est qu'à un moment donné, si on remet de la porosité mais qu'il n'y a pas de vie dans le sol, elle va pas revenir naturellement, quoi.
Et donc voilà, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de travailler plus avec l'approche de Éric Petiot en fait, donc qui est travaillé sur la santé de la plante. Et effectivement, si on met le sol en bon fonctionnement, on aura donc des plantes qui seront saines, on aura donc des animaux qui seront en bonne santé et potentiellement des produits qui seront meilleurs pour l'homme, quoi. Et donc, l'illustration qu'on peut faire par rapport à ça, c'est que j'ai un agriculteur qui me posait la question il y a pas très longtemps et qui me disait sur ces vaches, ils sont quelques-uns à voir de plus en plus des verrues qui apparaissent au niveau des vaches, donc le plus souvent au niveau des mamelles. Il me disait, mais apparemment, les vétos disent c'est un problème de carence en minéraux, donc magnésium ou autre. Donc, il faut complémenter au niveau de la ration. Et il me disait, mais est-ce que ça peut pas venir d'un problème du sol et donc du fourrage, quoi. Et donc moi aujourd'hui, je reste convaincue qu'effectivement, à partir du moment où il y a un sol qui fonctionne plus, il y a des éléments qui sont bloqués dans le sol. Donc, on peut prendre par exemple l'exemple du chardon qui se développe, lui, quand effectivement un sol va être plutôt compacté en surface. Donc, ça fout le bazar au niveau du sol. Et donc, lui, il va être riche en phosphore parce qu'il va être capable de pomper le phosphore qui est finalement bloqué dans le sol, quoi. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a des minéraux qui, quand le sol fonctionne pas, restent bloqués, font qu'effectivement, les fourrages donc, ne sont plus aussi riches qu'ils devraient en minéraux et n'apportent plus ce qu'il faut pour la vache, quoi. Et complémenter, au niveau de l'alimentation de la vache, je pense pas que ça résolve le problème parce que quelque part, on n'aura jamais la même assimilation qu'on peut avoir avec un fourrage de qualité, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment un enjeu important à travailler sur la santé des sols pour avoir effectivement des plantes en santé, parce que sinon on va se retrouver avec des maladies qu'on va avoir au niveau des animaux et potentiellement, enfin nous aussi quelque part, si les aliments que l'on mange ne sont pas suffisants en apport en minéraux, en vitamines, je ne crois pas que la complémentation en parallèle va nous apporter ce qu'on a besoin en termes de santé, quoi, en fait. Alors, tout ce dont on a parlé jusqu'ici, comment le mettre en pratique? Est-ce que vous arrivez à l'incorporer dans votre travail ou peut-être même dans votre vie personnelle? À la Chambre d'agriculture, donc moi voilà, j'ai vraiment envie de travailler sur les prairies que je connais à problème, donc celles plutôt agrostis, celles à rumex, parce que je sais que c'est vraiment le reflet, ces plantes sont le reflet finalement d'un problème de fonctionnement du sol. Sauf que après voilà, dans la structure c'est un petit peu long à mettre en place. Il faut le temps de trouver les agriculteurs, de trouver les programmes et puis de pouvoir agir. Et donc comme je suis quelqu'un d'impatiente et puis que je crois vraiment à cette idée de travailler sur la vie du sol et que comme par hasard j'ai un jardin qui est précisément celui qui n'a pas de vie dans le sol. Du coup, je me suis dit, là, cette fois, il faut que je m'y mette parce que c'est quand même un peu la honte d'avoir un jardin et d'être agronome et de pas savoir faire pousser des légumes. Alors, du coup, cet été, je suis mise à l'œuvre et donc, voilà, à partir des plantes, à partir de ce que j'en savais, à partir de ce que j'ai vu à la bêche, j'ai déjà commencé à diagnostiquer un petit peu les problèmes, quoi. Donc effectivement, moi j'ai un sol plutôt limoneux, donc j'ai beau bêcher en sortie d'hiver, très rapidement il y a une croûte qui va se former, donc pas dû au tassement de ma part parce que moi je marche pas dedans, mais simplement avec la pluviométrie, etc. Très rapidement, donc le sol va finalement se refermer. Sachant que la vie du sol, je pense qu'il y en a pas depuis un certain nombre d'années parce que j'ai jamais vraiment trouvé de vers de terre quand je bêchais, donc c'est pas très bon signe. Donc effectivement, un problème de croûte en surface. Du coup, l'eau, elle reste en surface, elle ne s'infiltre pas, donc pas d'aération, les racines descendent pas, donc tout va mal, quoi. J'ai regardé le pH, donc en fait, moi je suis sur quelque chose de très basique, donc un pH à 7,5, 8, voilà, parce qu'il varie un peu dans l'année, donc quelque chose de très basique, et donc qui est pas du tout le bon pH en fait.
Et donc, quand on est jardinier, en fait, le pH, on peut le rectifier. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut rectifier un pH basique en apportant de la tourbe qui va être plutôt acide. Donc, ça va, voilà, réacidifier un petit peu le sol. A contrario, ceux qui ont un pH plutôt acide vont pouvoir remettre du calcaire. Donc voilà, si vous avez des coquilles d'œufs, plutôt que de les jeter, finalement, vous pouvez les mettre dans votre jardin et ça ramènera naturellement du calcaire à votre sol. Donc moi, les coquilles d'œufs, j'évite parce que j'en ai déjà assez. Donc effectivement un problème de pH, pas de vie dans le sol. J'ai pas trop amené de nourriture type fumier parce que pas forcément l'opportunité et puis de toute façon ça n'aurait servi à rien parce que comme j'ai personne à nourrir ça aurait plus compliqué les choses. Mais donc l'idée effectivement c'est à partir du moment où on met de la vie dans le sol, c'est nourrir toutes ces bactéries. Et puis, en fait, ce qui est peut-être une habitude, c'est de laisser un sol, enfin, de jardin un peu nu. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut se dire qu'il faut protéger son sol, donc aussi bien l'hiver que l'été. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, donc comme je vous disais, cette pluie qui va créer cette croûte de battance. Donc à un moment donné, si on met un paillage qui va protéger, ça va éviter donc ce phénomène-là. Et puis d'autre part, en plein été, c'est vrai que quand il fait des grosses chaleurs à 35, à plus de 35 degrés, votre vie dans le sol, elle va forcément être impactée par cette température qui va la perturber, voire la détruire, en moins en surface. Et donc le fait de protéger son sol, si les bactéries, au lieu de prendre 35 degrés, elles prennent que 20 degrés avec la protection, eh ben, on a bien résolu le problème de vie dans le sol, quoi. Donc, effectivement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai apporté de la tourbe pour corriger le pH. J'ai bêché pour aérer. J'ai apporté du fumier de cheval pour nourrir les bactéries. Et après, vous allez me dire, mais comment vous avez ramené finalement la vie du sol? Et là, moi, j'ai vraiment rien inventé. J'ai juste essayé de mettre en place donc ce que préconise Éric Petiot. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on a des sols où effectivement la vie ne peut plus s'installer parce qu'ils ne sont plus en capacité de la recevoir. Alors après, tout est question de magnétisme parce que Éric Petiot, il travaille sur des notions donc qui peuvent paraître un peu complexes, mais en fait qu'on peut vite se réapproprier. Et donc en fait, oui, on est tous soumis à des champs magnétiques, en fait, électromagnétiques, et en fait c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a des vidéos qui existent, notamment sur le basalte, qui est une roche donc paramagnétique et qui, elle, effectivement, est en capacité de ramener en fait le sol en condition d'accueil de la vie. Et donc, il dit toujours que le basalte, c'est la colle de la vie. Et effectivement, à un moment donné, il faut repasser par là pour ramener cette roche volcanique qui est riche en silice, en plein d'éléments, et notamment paramagnétique, pour pouvoir accueillir la vie, quoi. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai ramené donc un peu de basalte. Et donc, ensuite, une fois qu'on a remis les conditions de vie entre le pH corrigé avec le basalte pour accueillir la vie, donc j'ai remis des extraits fermentés de consoude, donc qui sont des purins, en fait, des purins de plantes qu'on peut pulvériser, donc soit à l'arrosoir, soit avec un petit pulvé, pour remettre effectivement des bactéries dans le sol. Et donc après, il existe plusieurs extraits fermentés. Donc moi, je suis partie sur la consoude parce que c'est vraiment celle qui permet effectivement de remettre un sol sans vie en fonctionnement pour attirer la macrofaune et la microfaune, en fait, qui naturellement est dans le sol, mais qui est plus en capacité de se développer. Et donc, effectivement, avec la nourriture, avec le fumier de cheval, c'est qu'à un moment donné, il y a un triangle, c'est-à-dire on met le basalte pour accueillir la vie,
on met les bactéries et après, le principe, c'est si on veut les garder, il faut les nourrir et donc plutôt avec des apports de matière organique ou de matière végétale qui va permettre effectivement de permettre à cette vie de rester, quoi. Alors, il est possible que mon sol étant assez dégradé, ce que j'ai fait cette année ne suffira pas pour l'année prochaine, mais après, il va peut-être falloir faire ça quelques années avant que le sol se remette vraiment en fonctionnement, quoi. J'ai fait un pari avec un copain, je lui ai dit, je te promets que, donc j'ai fait ça au mois d'août, que j'aurai des tomates avant l'hiver, et il m'a dit, sûrement pas, tu n'auras même pas de fleurs. Et ben, je peux vous dire que mes tomates, je les ai eues. Donc oui, oui, j'étais même presque bluffée de comment ça marche. Donc je crois qu'effectivement, en repartant vraiment à la base sur la biologie du sol, sur la vie du sol, en remettant vraiment le vivant au centre du système, sans oublier effectivement la fertilité physique et chimique, parce que ça fait partie aussi des choses qu'il faut prendre en compte, mais peut-être pas de partir sur la fertilité chimique, mais bien repartir sur la fertilité biologique pour remettre tout ça en fonctionnement, quoi. Et ce que je vous ai présenté, c'est pas forcément une recette, c'est pas ça que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a autant de contextes différents et qu'après c'est ça qui est aussi intéressant, c'est d'essayer d'analyser, de comprendre ce qui va pas pour pouvoir apporter les réponses qui ne sont pas une réponse, mais des réponses en fonction des différents types de sols. Mais moi, ce que j'aimerais dans mon métier, c'est effectivement euh, pas laisser les agriculteurs tout seuls face à ces problèmes en se disant oui, d'accord, ok, j'ai des problèmes, mais je fais quoi? Et essayer effectivement d'avoir des types de prairies que je sais qui dysfonctionnent parce qu'elles sont caractérisées avec des plantes particulières qui nous indiquent que ça ne va pas. Et travailler sur ces types-là pour avoir essayé des solutions et puis qu'on puisse après effectivement dire aux agriculteurs voilà, vous avez tel type de prairie, et ben c'est avec ça qu'il faut essayer de travailler pour résoudre le problème et puis essayer de démultiplier en fait cette connaissance pour avoir des sols qui fonctionnent, qui soient en santé avec je vous l'ai dit, des plantes qui vont bien et des animaux donc nourris avec des aliments de qualité. On a presque terminé l'entretien. Sylvie Bonbrun, est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message pour les personnes qui vous écoutent? Je pense que aujourd'hui, les deux grands enjeux qui sont importants pour demain, à tous les niveaux, hein, je veux dire, c'est aussi bien pour le particulier que le professionnel, mais je pense à notre niveau, les deux grands enjeux pour moi, c'est l'eau et le fonctionnement des sols, quoi. Donc pourquoi l'eau et le fonctionnement des sols, c'est qu'à un moment donné, on aura toujours besoin de boire et de manger, quoi. Et donc l'eau, l'eau de pluie, je pense qu'il y a vraiment à travailler pour récupérer au maximum ce qu'on peut au niveau de l'eau de pluie parce qu'on aura besoin d'une eau de qualité et puis de ressources. Et puis le fonctionnement des sols, parce que comme on l'a vu, à un moment donné, quand les sols fonctionnent plus, ça pousse pas, ou alors ça pousse de mauvaise qualité, les plantes sont malades, et puis au bout du compte, on n'aura pas les aliments qu'il nous faut, quoi. Donc je pense que vraiment l'enjeu, c'est de travailler sur le fonctionnement des sols. Donc si chacun à son niveau travaille à faire fonctionner le bout de terrain qu'il peut avoir, je pense que les enjeux, ils sont à mon avis ici, quoi. Merci beaucoup Sylvie Bonbrun et merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour de nouveaux podcasts inspirants sur cette chaîne du courant pour une écologie humaine. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et abonnez-vous également à notre newsletter mensuelle. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou à national@écologiehumaine.eu.